Petit 3, le rôle des partis politiques. Si les syndicats, c'est un mouvement apolitique, les partis politiques, comme leur nom l'indique, en tout cas, faisaient la politique. Ce sont des cadres d'affirmation de la volonté d'indépendance. Et ils ont joué un rôle de sensibilisation des masses populaires pour amener ces masses-là à revendiquer l'indépendance. Et c'est à travers des meetings qu'ils essayaient de sensibiliser les masses populaires dans des discours lors des meetings, sensibilisaient les masses populaires à revendiquer l'indépendance. On peut citer des exemples de partis politiques en Afrique. Nous avons le Rassemblement démocratique africain. C'est un parti politique qui a été fondé à Bamako en 1946. Il y a le Parti démocratique de Guinée, la Guinée-Conakry, celle de Sékou Touré. Il y a le Parti africain de l'indépendance en Haute-Volta. Il y a l'UGCC, l'Union de la Gold Coast, l'Union de la Gold Coast, qui a été fondée en 1949, en Gold Coast qui va devenir le Ghana après l'indépendance. Ces partis politiques-là ont négocié les indépendances, c'est-à-dire que ça a été par la voie pacifique que ces partis politiques ont conduit vers l'indépendance. Mais il y a eu des zones en Afrique où des partis politiques se sont créés, mais ils ont obtenu l'indépendance par la guérilla. On peut prendre l'exemple du FLN, le Front de Libération Nationale en Algérie. Nous pouvons prendre l'exemple également de Zimbabwe, où les partis comme la ZANU, Zimbabwe African National Union, et la ZAPU, Zimbabwe African People's Union, de Robert Mugabe et de Joshua Nkomo, ont en tout cas mené une guerre contre les pouvoirs coloniaux de 1965 à 1980. C'est en 1980 que le Zimbabwe a obtenu l'indépendance. Donc, il y a eu des négociations pour l'indépendance par des partis politiques, ça a été plus ou moins pacifique. Et puis, il y a eu, par la forme violente, les guérillas pour obtenir l'indépendance en Algérie, par exemple pour l'Afrique francophone, au Zimbabwe pour l'Afrique anglophone. Après donc le rôle des partis politiques, nous allons passer au petit 4, le rôle des intellectuels. 4. Le rôle des intellectuels. Petit 4, le rôle des intellectuels. Les intellectuels ou les élites, c'est ceux qui ont été formés à l'école coloniale, donc qui connaissent les principes de liberté, d'égalité, les principes de droit. Et donc, ils ont été les leaders des associations, des syndicats, des partis politiques engagés dans la lutte pour l'indépendance. Ils ont joué le rôle de sensibilisation des masses populaires par leurs discours, dans lesquels ils insistaient sur l'intérêt d'obtenir l'indépendance. C'était les interlocuteurs éclairés face aux colons lorsqu'il s'agissait de faire des démarches auprès du colonisateur pour obtenir certaines faveurs. C'est eux qui étaient au devant. C'était des animateurs de mouvements comme la négritude, le panafricanisme, etc., qui sont des mouvements qui revendiquent la valeur de la culture noire. Ce sont des gens qui, par leur écrit engagé, revendiquaient l'indépendance. Exemple d'écrivains, nous avons Wole Soyinka, nous avons Aimé Césaire,
nous avons Léopold Sédar Senghor et j'en passe. Donc, les intellectuels africains ont joué un rôle de premier plan. Après les intellectuels, nous avons en 5 le rôle des chefs traditionnels. Les chefs traditionnels ont joué aussi leur partition dans la marche vers l'indépendance des pays africains. D'abord en étant eux aussi, comme les intellectuels, des interlocuteurs auprès des colons pour réclamer plus de respect pour leur peuple. Ensuite, il y a certains qui ont même créé des partis politiques pour revendiquer l'indépendance. Nous pouvons prendre, en ce qui concerne notre pays, la création de l'UDHV, Union pour la défense des intérêts de la Haute-Volta, créée par Naba Saga II, pour revendiquer donc la reconstitution de la Haute-Volta. Donc cette reconstitution va intervenir avant donc l'indépendance du pays. Après donc le rôle des chefs traditionnels, nous terminons cette partie avec le rôle des anciens combattants. 6. Le rôle des anciens combattants. Les populations africaines ont fait l'objet de recrutements forcés pour les 2 guerres mondiales et leur participation à la guerre a fourni en tout cas un avantage, c'est que leur participation a contribué à la chute du mythe de supériorité de l'homme blanc. Avant donc de se frotter aux Blancs, les Noirs considéraient les Blancs comme étant des dieux. Mais au moment de la guerre, eux, ils étaient placés aux avant-postes. Ils voyaient mourir des Blancs comme eux. Donc la guerre va contribuer à voir le Blanc comme un être égal à eux. Et donc ils vont revendiquer leurs droits. Ils ont formé, les anciens combattants ont formé des combattants pour les guerres de libération. Même s'ils sont partis à la guerre avec la méconnaissance du maniement des armes pour la plupart, parce qu'ils ont été sommairement formés, et de retour de la guerre, ils avaient quand même une certaine expertise. Et ils vont l'utiliser pour former leurs pairs africains pour mener les guerres de libération, comme dans la guerre d'Algérie, comme dans la guerre du Zimbabwe. Nous sommes au terme de cette première partie sur l'explication des facteurs internes de la décolonisation en Afrique. Nous passons au deuxième et dernier point, les facteurs externes de la décolonisation en Afrique.